Bonjour et bienvenue à tous à ce 7e webinaire de notre série sur les prochaines étapes de la réponse à la COVID-19 dans les établissements de soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées. Aujourd'hui, le thème de notre webinaire est le déploiement du vaccin à travers le Canada dans les soins de longue durée. Donc, je suis Tania McDonald, je suis directrice de programme ici à la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. J'anime cette séance aujourd'hui depuis mon bureau à Ottawa et je reconnais que la ville d'Ottawa se situe sur le territoire non cédé de la nation algonquin Anishinaabe. Nous sommes heureux d'offrir cette série de webinaires en français et en anglais. Donc, ceux qui veulent écouter à l'audio français, s'il vous plaît, vous avez à vous connecter avec le numéro qui est affiché à l'écran. Et nous vous invitons aussi à écrire vos questions et vos commentaires dans la boîte de clavardage dans la langue de votre choix. Donc, juste pour vous rappeler un peu les débuts de ce programme, donc le programme de soins de longue durée repose sur les constatations décrites dans le rapport intitulé « Repenser les soins aux personnes âgées, les prochaines étapes de la lutte contre la COVID-19 dans les établissements de soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées », publié en au mois de juillet dernier par la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé et l'Institut canadien pour la sécurité des patients. Le rapport est fondé sur plus de 40 entrevues menées auprès des proches aidants, des dirigeants de la santé et des responsables de politique au printemps dernier. Il présente des pratiques prometteuses dans 6 domaines clés qui pourraient réduire les risques d'éclosion de COVID-19 ou en atténuer les effets. Les systèmes abordés dans le rapport sont la préparation, la prévention, le personnel, la réponse à la pandémie et augmentation des capacités, planification des soins associés ou non à la COVID-19 et la présence de la famille. Donc aussi, nous avons beaucoup de partenaires dans ce programme à travers le pays. Donc, nous sommes très reconnaissants de tous nos partenaires à ce jour et nous avons tous bénéficié de leur soutien tout au long du programme qui a pris ses débuts au mois de juillet en 2020. Donc aujourd'hui, les objectifs de notre session sont vraiment d'apprendre de l'expérience de plusieurs résidences de soins de longue durée à travers le pays en matière de stratégie de déploiement du vaccin, proposer des ressources préparatoires à la vaccination contre le COVID-19 pour les établissements de soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées, et partager l'actualité du programme SLD+, et pandémie à prendre ensemble et la marche à suivre pour y participer. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter nos conférenciers et conférencières pour ce webinaire. Donc, Dr. Jacques Ricard, qui sera votre modérateur aujourd'hui, est diplômé de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Dr. Ricard a consacré sa pratique professionnelle à la médecine de famille, plus particulièrement en obstétrique et en périnatalité. Après une maîtrise en administration des services de santé de la même université, il a occupé les fonctions de directeur des services professionnels et hospitaliers dans des établissements du Québec et de médecin conseil auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux. Il a été visiteur pour le Conseil d'agrément canadien d'agrément ou Agrément Canada pendant 5 ans et les boursiers du programme Force ici à la Fondation. Il fut le coordonnateur provincial de la démarche Opus AP pour la phase 1 et 2 de ce projet provincial. Madame Lucie Tremblay est la directrice des soins infirmiers du CIUS du centre-ouest de l'île de Montréal. Elle est diplômée en soins infirmiers, détentrice d'un baccalauréat en sciences et de maîtrise en administration des services de santé de l'Université de Montréal. Avec plus de 35 ans d'expérience dans le domaine des soins infirmiers au Québec, dont 33 ans en tant que leader reconnu, Mme Tremblay sait diriger avec succès une organisation. Elle a œuvré pendant près de 28 ans auprès d'une clientèle gériatrique. Pendant 6 ans, elle a été présidente de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Durant cette période, elle a notamment contribué à rendre possible la prescription infirmière, l'arrivée de nouvelles spécialités pour les infirmières praticiennes spécialisées et assumer un leadership fort dans la collaboration interprofessionnelle. Tout au long de sa carrière, elle a siégé sur divers comités dans le but de promouvoir le développement des soins et services dispensés à la population. Elle a enseigné et a participé à des projets de recherche d'envergure à fait de multiples conférences. Madame Mary Boutette, elle est directrice de l'exploitation au Centre de santé Pearly Rideau pour anciens combattants
un organisme de soins aux aînés qui offre 450 lits de soins de longue durée et 139 appartements pour aînés, ainsi qu'un éventail de services couvrant le continuum des soins. L'établissement se spécialise dans les soins et les services aux anciens combattants et se situe dans la ville d'Ottawa, en Ontario. Durant les 20 dernières années, elle a occupé de nombreux postes de leadership dans le secteur des services de santé. Ses domaines d'expertise sont l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies, l'excellence opérationnelle et l'amélioration de la qualité. Mary Boutette détient une maîtrise en administration de la santé de l'Université d'Ottawa et un baccalauréat en sciences de la vie de l'Université Queen's. Elle a obtenu la certification ceinture verte de Lean et a fait partie de la première cohorte du cours de formation avancée du programme ID en amélioration de la qualité offert par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée en Ontario. Elle habite à Ottawa avec son mari Jason et ses filles Claire et Catherine. Et finalement, Mme Erin Baudouin. Elle est motivatrice en chef et directrice générale à Eden Gardens, un établissement de soins de longue durée à Nanaimo, en Colombie-Britannique, qui a été conçu pour accueillir 130 aînés atteints de démence et qui emploie plus de 240 personnes appartenant à 2 syndicats. Elle se voit comme un leader au service des autres et croit qu'il est essentiel d'offrir aux employés le soutien dont ils ont besoin pour veiller optimalement au bien-être de nos aînés. Donc, maintenant, je passe la parole à Dr. Carr qui va animer cette discussion en format table ronde. À vous, Dr. Carr. Merci beaucoup, Tania. Alors, bienvenue à tous sur le webinaire. Alors, aujourd'hui, on va aborder 5 thèmes. 5 thèmes, alors je les résume rapidement. 1, la stratégie de vaccination, c'est-à-dire les personnes qui ont été touchées par la vaccination. Comment ça s'est déployé dans votre site pilote, surtout avec le vaccin Pfizer, c'est-à-dire la formation, la certification des gens qui ont donné le vaccin. Qui a été responsable de la vaccination, le leadership que vous avez déployé pour faire cette vaccination-là? Il y a quelques établissements, dont Mme Tremblay, qui ont fait un sondage en lien avec la vaccination. Ça va être intéressant de partager avec elle les résultats de sondage. Si les 2 autres milieux en ont fait aussi, on verra. Et aussi, le dernier point qui n'est pas négligeable, la gestion du refus. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui est devant nous et comment on agit en lien avec le refus. Alors, si vous voulez, moi, je vais commencer avec la personne qui est la plus loin. Je vais commencer avec Eden. Eden, à toi. Alors, la première, qui est le premier thème, peut-être résumer votre stratégie de vaccination chez vous, vos résidents, le personnel, les médecins et les proches aidants. À toi, Eden. Oui, bien sûr, merci. Alors, nous avons vacciné tout le monde avec 2 vaccins. Notre personnel a reçu le vaccin Pfizer et nous sommes allés dans une clinique de santé publique et nos résidents ont été vaccinés avec le Moderna. Donc, des infirmières de santé publique ont été déployées dans notre centre. Elles sont allées dans tous les quartiers. Il a fallu 5-6 heures pour vacciner les 130 résidents. Alors, étant donné les retards de distribution du gouvernement fédéral, nous avons déplacé la 2e dose à quelques reprises, donc personne n'a encore reçu la 2e dose. Et nous devrions la recevoir avant les 42 jours. Mais on attend quand même des nouvelles, à la fois pour le personnel comme pour les personnes âgées. La stratégie de déploiement, pour le personnel, on a été contacté par l'autorité de santé et on a procédé à des rendez-vous un par un. L'autorité de santé était bien au courant qu'il fallait respecter les quarts de travail. Donc, il confirmait le quart de travail de chacun des membres du personnel pour veiller à ce qu'on puisse vacciner tout le monde. Je pense que sur 240 personnes, il y a 158 qui étaient déjà vaccinés. Là, je parle du personnel depuis la semaine dernière. Et les refus étaient surtout du personnel. 98% des résidents âgés ont accepté. Quelques personnes ont refusé. En fait, c'était surtout leurs proches, car ce sont eux qui étaient les mandataires des résidents en question. Une personne est décédée. Elle était en soins palliatifs et donc la famille a préféré que le vaccin soit accordé à quelqu'un qui n'était pas aussi près du décès. Et ce n'est pas une décision facile, on l'a fort appréciée. Le personnel était
craintif. Le personnel qui a refusé estimait que le vaccin était produit trop rapidement, qu'il n'avait pas fait l'objet d'assez de recherche, n'avait pas envie d'être des cobayes. Donc, il a fallu avoir beaucoup de conversations, présenter des informations, tout ce qu'on pouvait pour essayer de comprendre leur refus et essayer de les renseigner le plus possible. Une des petites bêtes noires qu'on a eues, c'est « Ah ben j'ai lu un article sur Facebook ». Alors oui, on voit que vous rigolez, mais il a vraiment fallu expliquer que Facebook, ça n'est pas une source d'information fiable. Et on a expliqué quelles étaient des sources fiables. Et enfin, il fallait que ce soit de la documentation facile à obtenir. Et sur notre site interne, on a des documents additionnels comme des livres blancs, des renseignements très précis sur les études cliniques, etc. Mon rôle était vraiment d'organiser, de collaborer et de soutenir les gens le jour des vaccins et évidemment beaucoup de communication. Je suis heureuse, grâce à la technologie, que l'on puisse rejoindre 250 personnes en le temps de le dire et qu'on puisse vacciner notre personnel pendant les vacances de Noël. On a été très heureux, même la veille de Noël, d'apprendre qu'on serait vacciné. Et je pense que la seule chose qu'on ait apprise dans la première série, c'est qu'il y avait 8 infirmières de santé publique qui étaient venues faire les vaccins auprès des résidents. 22 personnes âgées étaient dans la communauté et c'était un peu trop compliqué pour les résidents à atteindre des manches d'être devant 8 personnes. C'était vraiment trop stimulant. Donc là, on a décidé d'appeler des renforts dans notre personnel. On a demandé à notre personnel de faire le suivi pendant les 15 minutes suivant l'administration du vaccin parce que les résidents les reconnaissent. On n'a pas envie d'effrayer les résidents âgés. Vous savez, on veut que ce soit le plus paisible possible. Et bon, vous avez expliqué aux résidents ce qu'était la COVID. Les résidents ne comprenaient pas ce qu'était la COVID, pourquoi il fallait se faire vacciner. On avait quelques minutes avant de passer à la prochaine personne. Donc, c'était important pour nous d'avoir suffisamment de personnel pour pouvoir rassurer le résident, expliquer de quoi il s'agissait et ensuite répondre à toutes les questions. Alors, on est dans l'attente de notre deuxième dose. Mais globalement, on est très content ici, sur l'île de Vancouver, d'avoir fait autant de progrès et on est très heureux du partenariat. Peut-être que j'avais une question pour toi, Eden. Est-ce que les médecins qui travaillent avec vous ont tous été aussi vaccinés? Oui, mais séparément. OK. Un grand nombre de nos médecins sont contractuels. Donc, on a un directeur clinique, mais on travaille avec d'autres médecins. Notre directeur clinique est responsable de toute la région géographique. Donc, il ne travaille pas que chez nous, mais essentiellement, on sait que les médecins sont en contact avec une population vulnérable, donc oui, ils ont été vaccinés. Est-ce que vous avez précisément le taux de refus de votre personnel de recevoir le vaccin? C'est vraiment dur d'obtenir cette statistique. On a demandé au personnel qui est à l'aise de nous expliquer s'il a accepté ou non, mais ce n'est pas tout le monde qui veut le dire. Au départ, on a entendu des rumeurs à l'effet que les gens n'allaient pas prendre le vaccin. Les statistiques nous montrent quand même que la majorité l'ont pris. Alors, je pense que au fil du temps, moins de gens vont refuser. Et je pense que il y a quand même aussi certaines personnes qui étaient un peu honteuses. Bon, j'ai pas envie de dire honteuses, mais il y a des gens qui avaient des réserves à dire si oui ou non elles avaient été vaccinées. Elles craignaient d'être jugées dans un sens ou dans l'autre. Et donc, nous aimerions avoir de meilleures statistiques, à savoir qui a été vacciné. Et l'autorité de santé a ces chiffres. Mais évidemment, en raison de protection des renseignements personnels, nous n'avons pas vu nous-mêmes ces statistiques. Okay. C'est bon. Et merci. On reviendra tantôt, Eden, pour les questions. OK. Alors, je vais passer la parole avec Marie Boutette, à Ottawa. Alors, on y va avec la stratégie, le déploiement, le leadership, et jamais il y a eu aussi la gestion du refus. À toi. Merci. Alors, je suis très heureuse d'avoir l'occasion de partager avec tout le monde ce qu'a été notre expérience et d'apprendre de la vôtre. Alors, ici à Ottawa,
j'ai eu l'occasion de travailler avec un grand établissement de soins de longue durée. Et la stratégie ici, en fait, on a une stratégie en 2 volets pour les vaccins, pour le personnel et les résidents. Alors, les résidents ont été vaccinés ici sur le site à l'aide du vaccin Pfizer-BioNTech. Et c'est un vaccin que notre équipe de soins infirmiers a pu administrer elle-même. C'est un peu différent de Moderna, dont on se sert dans beaucoup d'établissements de soins de longue durée. Il y a certains problèmes logistiques, vous imaginez bien, mais on a un excellent soutien de la part à la fois des partenaires de soins de courte durée, mais aussi de santé publique. Et pour le personnel, la majorité du personnel a été vacciné en dehors du site à une clinique exploitée par Santé publique et un de nos hôpitaux locaux. Et nous avons aussi vacciné certains membres du personnel et partenaires essentiels de soins ici sur le site. Alors, à ce jour, similairement, nous avons 96% de nos résidents qui ont été vaccinés contre la COVID. Et sur le plan du personnel, nous sommes environ à 75% du personnel qui ont reçu le vaccin et 5 à 7% ont consenti, mais n'ont pas encore obtenu le vaccin en raison de l'indisponibilité du vaccin localement. Alors, sur le plan de la stratégie que nous avons déployée, nous avons surtout utiliser des principes de la science behaviorale pour encourager les gens à se faire vacciner. Il y a 3 éléments clés sur lesquels on s'est concentré. Première des choses, il faut que ce soit facile, sachant qu'on ne contrôle pas tous les facteurs entourant l'administration des vaccins, mais comment rendre la chose aussi simple que possible, que ce soit sur le site ou en dehors du site. Alors, ce que ça signifie, c'est beaucoup de possibilités pour les gens de se faire vacciner, c'est-à-dire selon leur horaire de travail. Et s'ils sont vaccinés en dehors du site, comment vont-ils s'y rendre? Par exemple, le transport, toutes les questions logistiques comme celle-là. Et la deuxième stratégie consiste à rendre cela normal. Alors, lorsque quelque chose est nouveau, les gens ont beaucoup de questions, sont un peu réticents. De quoi s'agit-il? Et très peu d'entre nous voulons être à la fine pointe de la science. La majorité d'entre nous voulons suivre nos pairs. Alors, comment utiliser des stratégies qui peuvent démontrer que c'est le choix que la majorité prend? Alors, nous avons surtout fait appel à de la communication, les médias sociaux, l'utilisation de champions parmi les pairs pour avoir des conversations. Et cela nous a permis de démontrer que c'était quelque chose de normal et de sensé. L'autre chose également, c'est que nous nous sommes concentrés sur l'option par défaut, c'est-à-dire qu'on présume d'entrée de jeu que la majorité sera vaccinée. Une des stratégies qu'on a employées ici, qui est peut-être un peu différente d'autres endroits, c'est que nous avons un programme de refus dont on se sert pour la COVID-19 comme pour tous les autres type de vaccin, c'est-à-dire qu'il faut signaler son refus. On présume le consentement. Donc, on demande au personnel de prendre un choix, de faire un choix actif, de reconnaître le risque de ne pas se faire vacciner et de signer un papier comme quoi ils comprennent quel est le risque. Et ce n'est pas pour être punitif. C'est simplement une conversation qui vise à encourager les gens à se renseigner pour prendre un choix éclairé. Le troisième principe de la science behaviorale dont on s'est servi, c'est de rendre la chose personnelle. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de statistiques, d'articles scientifiques, et on ne se voit pas forcément reflété dans cette information. Alors, comment faire en sorte que les gens se retrouvent dans le programme avec leurs propres valeurs, le risque pour eux-mêmes et leur famille, pas seulement pour les résidents et la communauté, mais vraiment de rendre ce choix très personnel. Et pour nous, pendant la période de COVID-19, un des messages a toujours été de donner le plus de contrôle aux gens possible parce qu'on a tous perdu beaucoup de contrôle depuis 10 mois sur le plan de la pandémie, l'impact que ça a eu sur notre travail. Et donc, un de nos membres du personnel ici dit quelque chose de formidable. Il dit « donner à la normalité sa chance ». Alors, comment donner aux gens du contrôle
dans toute la mesure du possible, malgré une situation très difficile. Et nous avons beaucoup renseigné le personnel et c'est, par exemple, des choses qu'on trouve sous forme de documents écrits pour les personnes qui ont besoin d'un peu plus. On a un groupe de médecins formidables avec lesquels on travaille, qui nous aident beaucoup et qui ont des rencontres, soit seul ou en petits groupes pour répondre à des questions, en plus de pharmaciens d'ailleurs, qui jouent un rôle important en ce sens aussi dans la campagne d'éducation, de sensibilisation. Et je m'en voudrais aussi de ne pas signaler l'importance des conversations seul à seul. Tout notre personnel à discuter avec son supérieur par rapport à leur choix de se faire vacciner ou non. Ce n'est pas une conversation punitive. C'est plutôt une conversation qui vise à renseigner le personnel, donner au personnel la possibilité de poser des questions, d'obtenir les renseignements voulus. On a eu d'excellentes conversations. Par exemple, une collègue qui m'a parlé de Facebook, et une autre collègue a parlé de Reddit. Est-ce que Reddit est une bonne source d'information? Alors, c'est le genre de choses qu'il faut aborder. Il y a des gens qui ont des objections religieuses, spirituelles. Alors, on a pu aller obtenir des ressources pour les aider à prendre des décisions éclairées. Alors, ça a été très utile aussi. Et enfin, j'aimerais dire qu'une bonne partie du travail que nous avons fait ici est fondée sur le travail de Jennifer Plant, qui est directrice de la pratique clinique ici. Elle a fait sa maîtrise en qualité et sécurité des patients à l'Université de Toronto et sa maîtrise se concentre sur l'augmentation des taux de vaccination contre la grippe saisonnière dans un petit hôpital du nord de l'Ontario. Et nous avons vraiment tiré parti de son travail et de son expérience dans ce domaine pour notre stratégie. Très intéressant. Ça va être intéressant d'avoir la référence dont vous parlez, la dernière référence, là, pour que les gens puissent aller voir la stratégie de vaccination dans le nord de l'Ontario. Ça vous va? Très intéressant. Maintenant, je passerai la parole à Mme Lucie Tremblay de Montréal. Bonjour Lucie, à toi. Bonjour. Alors, moi, je travaille dans un centre intégré de santé et de services sociaux, dont un des CHSLD était visé par le projet pilote. Ce CHSLD était un des deux qui a été identifié au Québec parce qu'ils sont de gros CHSLD. Je dois vous avouer qu'il a fallu se revirer assez rapidement parce qu'on a appris le 4 décembre qu'on était désigné le site pilote et nous commencions la vaccination le 14 décembre. Au moment du projet pilote, les plateaux de Pfizer n'étaient pas déplaçables, alors vous pouvez comprendre toute la logistique qu'il y avait derrière ça. Et l'information était très variable parce que dès le début, on nous a dit qu'on recevrait 975 doses qu'on devrait diviser en deux. Je vous passe les détails, mais à la fin du projet, on avait 2225 doses à donner. Donc, pour les 320 résidents du centre d'hébergement, pour les travailleurs de la santé qui travaillent dans nos différents centres d'hébergement sur notre territoire, mais aussi, à ce moment-là, on a dû élargir à d'autres types de travailleurs, notamment les travailleurs qui travaillent à l'hôpital. Pour le projet pilote et pour la suite des choses, la vaccination des résidents se fait toujours sur place. Et le projet en ce moment est sous le leadership de la direction des soins infirmiers parce qu'on voulait, dans un premier temps, être capable d'encadrer la pratique professionnelle, de donner les outils aux professionnels qui étaient pour poursuivre la vaccination par la suite. Et même dans le projet pilote, ce sont nos conseillères en soins infirmiers et nos conseillères cadres qui ont fait de la vaccination pour pouvoir vraiment être aux premières loges puis adapter les différents protocoles de soins. D'autant plus qu'on savait à ce moment-là qu'il y aurait d'autres types de vaccinateurs qui s'ajouteraient à notre armée de guerriers contre la COVID. Alors, dans la vaccination de masse, ce sera bien sûr des infirmières et des médecins qui feront les évaluations, mais la vaccination va pouvoir être faite par d'autres types de professionnels de la santé et c'est assez varié. Donc, l'importance de bien encadrer cette pratique-là. Je vous disais, notre première vaccination a eu lieu le 14 décembre. Quand on a fait nos simulations, tout se bousculait. On a reçu notre boîte de simulation plus vite que prévu. Il a fallu former les gens très rapidement à faire de la manipulation de la glace
connaissait, ce n'était pas dans les habitudes des gens qui travaillent en CHSLD. Et c'est vraiment le pharmacien du CHSLD qui a fait toute cette manipulation-là. Un congélateur a été installé dans le centre d'hébergement pour conserver les doses sur place. Et ce sont les pharmaciens qui faisaient aussi la reconstitution du vaccin. Sur les unités de vie des résidents, c'est le personnel soignant du centre d'hébergement qui a fait la vaccination. Et la vaccination s'est faite assez rapidement. En 3 jours, presque la majorité des résidents ont accepté effectivement d'être vaccinés et ils l'ont été dans ces 3 jours. On a poursuivi la vaccination pour les employés qui, elle, s'est déroulée sur une période de 16 jours. Et on a vacciné là, au total 2225 personnes. Et vous avez dû vivre comme nous tous les aléas de y a-t-il 5 doses dans le vial, y a-t-il 6 doses dans le vial, de devoir réajuster, de devoir aussi réajuster quand les gens se présentaient en clinique de vaccination pour le personnel, de s'assurer qu'ils n'avaient pas de contre-indication, que cette journée-là, ils étaient bien. Et ça demande toute une coordination aussi parce qu'en temps de COVID, il faut respecter les mesures sanitaires, donc du dépistage qui se faisait à l'entrée, s'assurer que les gens n'avaient pas de symptômes, qu'ils ne faisaient pas de fièvre. La distanciation aussi demandait une organisation physique avec laquelle on n'était pas nécessairement habitué de travailler. Alors, on vit avec beaucoup d'inconnus, même encore aujourd'hui. Je pense que le projet pilote aurait dû nous allumer sur le fait qu'on devrait vivre avec ces variables inconnues-là. Donc, quand le vaccin arrive-t-il dans notre région? Quand est-ce qu'il est livré? Au moment du projet pilote, on a vacciné tout le monde avec du Pfizer. En ce moment, on fait de la vaccination avec du Pfizer et du Moderna, quand bien sûr il arrive au Québec. On doit composer avec le défi d'une fois décongelé, reconstituer le temps que le vaccin demeure stable pour organiser nos cliniques. Alors, ça demande beaucoup d'agilité. Et pour pouvoir le faire, on a aussi essayé de rejoindre le groupe le plus large de travailleurs. Et jusqu'à présent, on a une bonne réponse. Quand on a fait nos sondages, qui était au mois de décembre, c'était 28,6% des gens qui refusaient. Puis là, il faut aller creuser pour voir pourquoi ils refusaient. Souvent, c'était, bon, le vaccin est trop nouveau, je veux m'assurer que je vais avoir une 2e dose, j'ai des préoccupations par rapport au fait que je n'ai pas vu comment ça se passait pour les autres. Mais quand on allait en profondeur, on se rendait compte que c'est à peu près 6% des gens qui refusaient catégoriquement de se faire vacciner. Alors, toutes nos campagnes de sensibilisation ont été faites pour rassurer les gens par rapport aux inquiétudes qu'ils avaient. On a utilisé un peu comme vous tous les moyens disponibles, que ce soit une discussion entre le gestionnaire et l'employé, l'utilisation des réseaux sociaux, on a essayé de se faire des réseaux sociaux des alliés. On a publié des photos, entre autres, de certaines personnes qui se faisaient vacciner. On a fait des petites vidéos et on est allé aussi chercher des personnalités connues. Et à Montréal, Scotty Bowman a marqué le Canadien de Montréal. Alors, il est nos porte-parole qui fait la promotion de la vaccination. Alors, c'est toujours intéressant. Aujourd'hui, on a vacciné presque 9000 personnes, en fait 8800. Et je trouve toujours ça drôle quand on fait de la reddition de compte parce qu'on a reçu 8100 doses de vaccins. Mais comme on était capable d'aller extraire de façon plus fine, en faisant vraiment très, très attention, on a été capable de vacciner davantage de gens. Un dernier défi, c'est qu'on veut bien susciter l'enthousiasme des gens à se faire vacciner, mais il demeure que le vaccin arrive quand même en toute petite quantité et on sait qu'à la dernière minute combien de doses sont disponibles au cours des jours qui suivent. Donc, quand on vient pour aller chercher l'adhésion des travailleurs, on a au Québec une liste extrêmement stricte de travailleurs là, qui est identifiée. La première clientèle à vacciner, c'est tous les travailleurs des CHSLD, mais qui travaillent en contact direct avec la clientèle. La deuxième catégorie de travailleurs, c'est les gens qui travaillent en hôpital et qui sont, encore une fois, en contact direct avec la clientèle. On
commence à contempler de faire la vaccination des travailleurs qui travaillent en santé communautaire dans nos cliniques médicales, mais on n'a pas encore vraiment commencé ce segment-là. Et depuis presque 10 jours maintenant, on vaccine aussi dans les résidences pour aînés de notre territoire. Donc, encore une fois, ce sont nos brigades qui vont sur place pour vacciner les résidents. Par contre, le personnel se présente à la clinique qui, aujourd'hui, est située à l'hôpital général Juif. Alors, ça fait pas mal le tour de ce qui a été fait au niveau de notre projet pilote, mais aussi dans la suite des choses. On a bien hâte de commencer la vaccination de masse, et quand cette vaccination de masse-là commencera, ce sera la direction de la première ligne qui prendra le leadership. Merci beaucoup, Lucie. J'avais peut-être une petite question en tour de table à vous poser chacune. Si je recommence encore avec toi, Eden, s'il y avait quelque chose que tu voudrais changer pour la deuxième phase de vaccination chez toi, ça serait quoi? Eh bien, je pense qu'il faut procéder plus lentement dans l'établissement en raison de la démence des résidents. Je pense que ça aurait été un peu plus facile. Ça prend plus de temps pour les services de santé publique, mais je pense que ça aurait été plus paisible. Et au final, c'est leur chez eux. Vous savez, ils ne vivent pas où on travaille, c'est nous qui travaillons chez eux. Et au départ, on a demandé nous-mêmes d'administrer les vaccins. On a dit qu'on serait prêt à former les infirmières, mais on ne nous a pas donné la possibilité. Cette fois-ci, on nous a posé la question. Voulez-vous former votre personnel? Et on a dit oui, mais on attend quand même d'avoir la confirmation. Mais on espère que ce sera le cas. Et l'autre chose, j'ai oublié de signaler que tous les visiteurs essentiels ont aussi été vaccinés en même temps que le personnel. Donc, pas avec les résidents sur le site, mais dans les cliniques où se faisait vacciner le personnel. J'aimerais ajouter que les visiteurs qui ne sont pas désignés essentiels, même si, bon, nous, on sait qu'ils sont assez essentiels, ils ne sont pas désignés essentiels, on espère pouvoir déployer le vaccin là aussi. Les gens sont inquiets pour les 42 jours et ne pas obtenir cette dose avant les 42 jours. Donc, il y a beaucoup de gestion du risque, il faut rassurer les gens et expliquer qu'en fait, on ne sait pas, c'est la réalité, on ne sait pas quand on aura cette dose. Parfait, merci. Marie, peut-être mentionner ce qui s'est amélioré dans la phase 2. Eh bien, dans la même ligne que Aaron, vous savez, on n'a pas beaucoup de préavis. Comme quoi, on va avoir les vaccins. Parfois, on le sait 24-48 heures à l'avance. Alors, ce n'est pas beaucoup de temps pour se préparer, surtout pour une première dose. Alors, ça serait une chose. Je ne contrôle pas ça, évidemment. Et l'autre chose que j'aimerais, c'est qu'à Ottawa, on se sert du vaccin Pfizer et une fois qu'il est décongelé, on a 5 jours pour le conserver dans un réfrigérateur. J'aimerais avoir quelques fioles en plus dans le réfrigérateur pour l'administrer aux personnes qui soit ne sont pas prévues au travail ce jour-là, ou on a quelques résidents pour qui c'est pas une bonne journée, on ne peut pas les vacciner ce jour-là. Et il y a eu quelques cas comme ceux-là de résidents qui vivaient des comportements difficiles ce jour-là. Enfin, on ne pouvait pas. C'est pourquoi ce serait bien d'avoir quelques doses en plus, quelques fioles en plus, et qu'on puisse les administrer dans un moment plus opportun. Et Mary, peut-être une question. Les proches aidants chez vous, est-ce qu'ils ont été vaccinés en même temps que les résidents? Au même moment que le personnel, à la fois sur le site et en dehors du site. Ils ont été inclus dans le cadre de cette approche avec le personnel. Parfait. Alors, Lucie, si on est dans la phase 2, qu'est-ce qu'on aurait à améliorer? Je partage l'opinion de mes collègues. Si on pouvait savoir un petit peu plus à l'avance, pouvoir anticiper, j'expliquais à ma famille que c'est à peu près comme si on organisait un mariage, puis on savait juste 2 jours à l'avance combien d'invités on a. Donc, au niveau de la planification des ressources humaines, des sites, tout ça, ça devient extrêmement laborieux et les gens doivent travailler des longues heures pour pouvoir constituer des listes de rendez-vous. Alors, si on pouvait savoir un petit peu plus à l'avance s'organiser, ça nous aiderait considérablement. Si j'avais à mettre un rêve dans l'univers, c'est aussi d'assurer la mobilité des doses parce qu'en ce moment,
bien qu'on puisse fractionner les plateaux tant du Pfizer que du Moderna, j'ai le même problème que Marie, où est-ce qu'à un moment donné, il y a des résidents, peut-être qui n'étaient pas prêts cette journée-là. Donc, comment on va aller les rejoindre par la suite? Mais aussi, puisque la vaccination a commencé le 14 décembre, il y a eu des admissions entre-temps. Donc, comment on va aller rejoindre ces clients-là? Puis, parmi les établissements de santé qu'on a sur notre territoire, il y a des CHSLD ou des centres de soins de longue durée qui sont de plus petite taille. Donc, avant d'avoir une masse critique suffisante, même pour avoir 5 doses ou 6 doses, ça va prendre un certain temps avant qu'on puisse vacciner ces clientèles-là. Donc, en ce moment, il y a une revision au niveau de la stratégie régionale de vacciner quand les gens sont à l'hôpital avant qu'ils aillent en CHSLD, mais il demeure des gens qui vont être admis directement de leur domicile au CHSLD. Donc, on a un petit enjeu à ce niveau-là. Ici, chez toi, est-ce que les médecins ont tous été vaccinés à ce niveau-là? Oui, en fait, tous les médecins qui travaillent en CHSLD ont été vaccinés. Ce n'est pas nécessairement le cas pour les médecins qui vont travailler dans les résidences pour aînés, puisque eux sont souvent juste avec 1 ou 2 résidents. Et pour le moment, la directive est vraiment de vacciner ceux qui prennent soin de clientèle là, complètement hébergée. Que pour les CHSLD, pour les ressources intermédiaires, oui, les médecins qui travaillent là ont été vaccinés. C'est vrai aussi pour les proches aidants qui travaillent, qui vivent, voyons, toutes les données, mais pour les proches aidants qui visitent les résidents dans les CHSLD, mais il y avait un critère d'âge qui était essentiel, un critère aussi de nombre de fois que la personne vient auprès de la personne. Donc, il fallait qu'il vienne au moins 3 fois par jour, 3 fois par semaine et qu'il ait 70 ans et plus. Et ce qui est parfois briscard, c'est que si, par exemple, un épouse a cessé de venir visiter au début de la pandémie par crainte de contracter le virus, comme elle n'est pas visiteur en ce moment, elle n'est pas éligible à la vaccination. Alors ça, je pense qu'il faudrait qu'on ajoute de la souplesse parce que ça permettrait de rapprocher là, certains membres de la famille qui se sont tenus à distance pendant le temps de la pandémie. Mary, chez toi, est-ce que les proches aidants, il y avait des caractères ou des demandes spécifiques, c'est-à-dire en haut de 70 ans, puis le proche aidant régulier de cette personne-là pour être vacciné, ou c'était pas de critères? Alors, en Ontario, tous les résidents ont le droit de désigner 2 proches aidants essentiels. Et, oui, 2. Et donc, ces personnes ont le droit d'être présents dans l'établissement, même en pandémie. Alors, le vaccin a été rendu disponible aux personnes qui sont désignées essentielles. Elles doivent montrer une preuve de l'établissement à l'effet que ce sont des partenaires essentiels de soins désignés avant de recevoir le vaccin, mais ça peut être quelqu'un qui a 30 ans et en excellente santé avec aucune comorbidité, ou ça peut être quelqu'un qui a 88 ans et qui est l'époux, l'épouse de quelqu'un qui est en établissement de soins de longue durée. La clé, c'est de protéger pour nous le centre dans son ensemble et toute sa communauté. Donc, veiller à ce que quiconque pénètre dans l'établissement a été vacciné. C'est l'objectif. Merci. Eden, toi, est-ce qu'il y avait des critères pour être vacciné pour les proches aidants? Non, tant que vous étiez désigné essentiel, il n'y avait pas de limite d'âge, pas de limite quelle qu'elle soit. On est beaucoup plus petit. Je comprends que, bon, Montréal, c'est beaucoup plus grand que Nanaimo, mais peut-être que c'est pour ça qu'on a les coudées un peu plus franches. On peut vacciner toute la communauté. C'est tellement un petit monde. Mon grand-père est lui en établissement de soins de longue durée. Ma grand-mère et sa proche aidante, ils ont tous les 2 été vaccinés. Donc moi, comme petite fille de mes grands-parents, je suis très heureuse qu'ils puissent tous les 2 avoir reçu le vaccin. Oui, absolument, absolument. Juste une petite remarque. Lucie, toi, les pharmaciens ont joué un rôle important, je pense, dans la préparation, ce qui a dû vous aider dans tout le circuit de la vaccination. Est-ce que dans les autres milieux, est-ce qu'il y a eu l'action des pharmaciens? Oui.
En fait, les pharmaciens ont été présents presque partout jusqu'à présent pour faire la reconstitution et vraiment de le faire dans un environnement où est-ce qu'on maximisait nos chances d'aller chercher le maximum de doses. Et ça nous permettait aussi au niveau du flow, d'avoir un flow qui soit très, très facile. Donc, les pharmaciens ont été considérablement impliqués dans tout ce qui est la gestion du vaccin, dans sa conservation, de faire le suivi, mais aussi dans tout ce qui était la reconstitution. Évidemment, la reconstitution s'applique seulement au vaccin Pfizer, le vaccin Moderna arrivant déjà prêt. Mais oui, toi, dans ton grand centre, est-ce que les pharmaciens ont joué un rôle? Oui, en fait, ici, la pharmacie est un service offert par des tiers. Dans la majorité de l'Ontario, c'est le cas, c'est à contrat. Mais nous avons beaucoup de chance. Le prestataire de soins pharmaceutiques avec lequel on travaille a beaucoup de pharmaciens déployés dans l'équipe. Et donc, ils ont été partenaires actifs depuis le tout début. Une des cliniques qu'on a déployées pour le personnel et les proches aidants était une clinique le samedi. Et les pharmaciens, cliniciens répondaient aux réponses, la seule, avec le personnel. Il y avait évidemment des questions par rapport au vaccin ou certaines contre-indications. Certains des renseignements qu'on avait reçus par rapport à certains groupes qui avaient été exclus pendant les essais cliniques, il y avait certaines mises en garde qui occasionnaient beaucoup de doutes chez les gens. Par exemple, si j'allaite, est-ce que je peux recevoir le vaccin? Ou des femmes qui étaient enceintes, qui voulaient avoir une conversation avec quelqu'un, quels pouvaient être les effets secondaires. Alors, les pharmaciens ont été formidables, surtout ce pharmacien en chef. Et aussi, il a appelé toutes les familles qui avaient refusé au nom du résident, de leur proche résident. Et si jamais elle refusait, il appelait la famille pour avoir une conversation seule à seule sur le vaccin et son innocuité. Super. Toi, Eden, est-ce que les pharmaciens ont joué un rôle chez vous? Pas autant, certainement pas autant. Tout comme en Ontario, nos pharmaciens sont aussi des sous-traitants. Et on s'en est servi certainement pour les campagnes de sensibilisation. Par exemple, ils ont fait des petits caucus avec le personnel, mais vraiment, on a fait appel à eux si on avait des questions. Mais globalement, il y avait même quelques résidents qui ont eu une réaction au premier vaccin. Tout de suite, c'est le médecin qui en était saisi. Peut-être qu'il consultait le pharmacien, mais même il y a une personne à qui on a décidé de ne pas administrer la deuxième dose en raison d'une réaction. Parfait. Alors, écoutez, moi, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir fait le tour avec vous. On a une période de questions. Tania, s'il y avait des questions, est-ce qu'on a déjà des questions en ligne, Tania? Bon. C'est juste, à la fin, je résumerai, Tania, si tu veux, parce que je trouve ça très intéressant, l'échange qu'on a eu sur les différentes façons de faire. Alors, à toi pour les questions, si tu veux les orienter, Tania. Parfait, merci. Il y en a beaucoup. Donc, je vais me limiter à quelques-unes pour qu'on puisse par la suite faire le résumé. Mais aussi vous êtes nombreuses entre Erin, Mary, de répondre au fur et à mesure qu'ils rentrent. Donc, merci. Donc, une première question qui date du début de la conversation. Quelles sont vos recommandations pour le personnel qui ont des maladies qui affectent leur système immunitaire? Donc, est-ce que vous leur recommandez de recevoir le vaccin, oui ou non? Donc, vu que Mary hoche sa tête, je pars avec Mary en premier. Oui, c'est une question. En fait, on a reçu beaucoup de questions à cet effet de la part du personnel. Alors, le formulaire de consentement qui a été préparé par la province pour le vaccin en parle très tôt, dans les premières journées. Tout membre du personnel qui avait une maladie auto-immune, tout de suite, les services de santé publique refusaient. On ne laissait même pas prendre rendez-vous, si c'était le cas. Depuis, les directives ont changé et maintenant, on recommande d'avoir une conversation avec votre médecin au sujet de votre maladie auto-immune, vos circonstances. La réalité, c'est que
très souvent, c'est la population qui est la plus à risque de complications de la COVID-19. Et très souvent, c'est précisément la population qui devrait recevoir le vaccin. La raison pour laquelle ce groupe a été exclu plus tôt dans les directives, c'est que les personnes qui ont des déficiences auto-immunes n'ont pas fait partie des essais cliniques. Et donc, on ne pouvait pas dire définitivement, sans aucun doute, qu'il n'y aurait pas de problème. Ils sont généralement exclus des essais parce qu'ils n'ont pas la même réaction immunitaire. Alors, ils ne sont pas un bon groupe d'études. Ce n'est pas parce que ce n'est pas sécuritaire, c'est seulement qu'ils n'ont pas la même réaction immunitaire. Et donc, nous avons beaucoup de membres de notre personnel qui ont toutes sortes de maladies auto-immunes qui ont décidé de se faire vacciner. Et la majorité des médecins avec lesquels on travaille recommandent les vaccins pour les personnes qui ont une maladie auto-immune. Le profil, enfin le seul groupe pour lesquels les médecins recommandent de ne pas se faire vacciner, c'est les personnes pour qui on ne recommande pas le vaccin contre la grippe ou n'importe quel autre vaccin. Ça c'est généralement le même profil. C'est la même recommandation qui s'applique à eux. Par exemple, si vous êtes allergique à un des éléments du vaccin lui-même, manifestement, on ne recommandera pas que vous obteniez le vaccin. Si vous avez eu un choc anaphylactique à un autre vaccin, évidemment, c'est contre-indiqué. Merci beaucoup. Je vais vous poser chacune des questions séparées, comme ça on va pouvoir peut-être aborder plus de questions comme ça. Donc, Madame Tremblay, la prochaine question est pour vous. Comment est-ce que vous allez assurer la vaccination des nouveaux résidents? Donc, vous avez déjà passé une première vague de vaccination pour ceux qui étaient déjà présents. Donc, comment est-ce que vous assurez pour les nouveaux qui arrivent? On est en train d'y travailler. On vaccine en ce moment les gens qui sont dans les établissements de santé de courte durée avant qu'ils soient transférés vers le centre d'hébergement. Par contre, pour la clientèle qui est admise directement du domicile, on est en train de voir quel type de stratégie qu'on va être capable de mettre en place pour aller chercher une masse critique, particulièrement dans nos petits centres, pour pouvoir vacciner ces résidents-là. Donc, il reste à peaufiner un peu cette stratégie. Donc, Erin, je vous pose la prochaine question parce que j'ai vu que vous avez mis des réponses dans le boîte de clavardage. Donc, est-ce que vous avez prévu du personnel supplémentaire pour la deuxième dose au cas où il y ait des réactions chez les résidents? C'est dur parce qu'on ne sait pas quand on obtiendra la deuxième dose. Mais oui, notre intention, on sait que, bon, certaines personnes vont peut-être avoir une plus forte réaction. Enfin, le vaccin sera peut-être un peu plus efficace. Il y a quelques membres du personnel qui ne sont pas venus au travail le lendemain parce qu'ils avaient trop mal au bras. Mais, bon, on ne refuse jamais plus de personnel, alors oui, on va prévoir des renforts. Pour les personnes âgées, c'est très important pour nous, étant donné que tout le monde est atteint de démence ici, qu'il y ait un visage familier, surtout derrière le masque. Alors, on aura le plus d'employés occasionnels que possible pour essayer d'avoir le plus de soutien possible et pour rassurer le personnel lorsqu'ils doivent prendre une pause, qu'il y ait des renforts. Parfait. Mary, la prochaine question pour vous. Quel genre de réaction est-ce que vous avez vu chez les gens qui ont déjà eu le virus COVID, puis par la suite ont eu le vaccin? Est-ce que vous avez vu des réactions différentes chez ces résidents-là ou le personnel comparé aux autres? Eh bien, sur le plan du personnel, il y a quelques membres du personnel qui ont reçu un test positif et qui ont choisi d'être vaccinés, ce qui est une recommandation d'ailleurs, mais nous n'avons pas constaté de réactions différentes. Je ne sais pas non plus quand même si on a cherché des données à cet effet. Et sur le plan des résidents, je ne pense pas qu'on ait vu de réactions particulières. Je pense qu'on avait 25-26 résidents qui avaient reçu un test positif le printemps dernier et parmi ceux qui ont été vaccinés, on ne constate vraiment aucune différence. L'effet secondaire le plus fréquent,
c'est un bras un peu douloureux. Et avec la deuxième dose, on a quand même constaté, surtout chez le personnel, une petite fièvre, des douleurs, rien de majeur, mais on a constaté une petite augmentation des congés maladie. On a quand même prévu plus de personnel pour la deuxième dose, pour les résidents, mais je pense également, étant donné que les personnes âgées n'ont jamais la même réaction immunitaire, ça n'a pas fait une différence énorme d'une première à une deuxième dose. Merci. Madame Tremblay, comment est-ce que vous allez gérer ceux qui ont refusé le vaccin et les politiques de soins à l'interne? Est-ce qu'il va y avoir des changements au niveau des politiques pour ceux qui refusent et l'accès au travail, surtout pour la prodiguation des soins, essentiellement en soins longue durée? Vous tombez sur des aspects légaux propres à la province. Alors, non, il n'y a pas de mesures pour les gens qui refusent la vaccination. Tout l'encadrement légal de la province là, ne nous permet pas de faire ce type d'approche avec la clientèle. Il faut vraiment, avec les travailleurs. Notre objectif, là, c'est vraiment de les convaincre du bien fondé, de leur offrir le plus rapidement possible. Puis les gens ont le droit de changer d'idée aussi. Si une personne a refusé dans la semaine du 14 décembre et qui aujourd'hui désire prendre un rendez-vous, bien sûr, on va leur permettre de prendre ce rendez-vous-là. Donc, on est plus dans une stratégie de mobilisation des gens. On a même parti une petite campagne un peu à l'image de ce qui se fait ailleurs, de petites broches qu'on peut mettre sur son lanyard pour dire qu'on a été vacciné. Il y a la campagne Facebook. Je pense que toute l'approche du fear of missing out est très importante et on mise là-dessus pour essayer d'aller rassembler le plus grand nombre de personnes. Avec la compilation du sondage qui est en cours en ce moment, on se rend compte que la proportion de travailleurs qui acceptent de se faire vacciner est en augmentation. Donc, je pense que les gens ont été relativement rassurés. Et ce qu'on se rend compte, c'est plus les gens sont instruits, plus ils acceptent de se faire vacciner. Donc, il faut aussi modéliser notre message pour aller rejoindre les gens, peu importe leur niveau d'instruction. Et une dernière question pour Erin. Est-ce que avec toute la vaccination qui a été offerte aux proches aidants, est-ce que ceci a changé votre perspective avec le rôle essentiel des proches aidants en soins de longue durée ou est-ce que c'était toujours présent chez vous? Est-ce que vous avez vu une évolution au cours de la pandémie et maintenant avec l'arrivée du vaccin? Eh bien, dès que les personnes âgées ont été vaccinées et que le risque d'éclosion, de décès était réduit, oui, on se sentait beaucoup plus à l'aise d'avoir les proches aidants dans nos locaux. Mais ça a été dur. Vous savez, ça a été la partie la plus dure de ces 11 mois. C'était d'empêcher les familles de voir leurs proches. Personne n'a eu ce cauchemar. En fait, on n'a jamais prévu de dire à un proche, vous ne pourrez pas voir votre mari, votre femme mourante. Alors, j'espère qu'on pourra prouver ce que l'Ontario a fait. En Colombie-Britannique, on a été très restrictifs. Alors, plus on pourra ouvrir les portes, mieux ce sera. Surtout, étant donné qu'on a des personnes atteintes de démence, les gens ne comprennent pas pourquoi leur famille ne vient pas leur rendre visite. C'est vraiment très triste. Alors, ce n'était pas tellement les proches aidants essentiels qui était la plus grosse différence, c'était le fait que les résidents ont été vaccinés. Et une autre chose que je dirais, c'est que le personnel était réticent à obtenir le vaccin parfois parce qu'ils disaient, mais ça n'arrête pas la transmission. Ils sont plus à même d'obtenir le vaccin pour les résidents dont ils s'occupent que pour eux-mêmes. Alors, on espère pouvoir les convaincre que d'avoir un vaccin, ça a un impact sur tout le monde, sur soi, sur les résidents, sur sa communauté. Je pense que c'est important de le rappeler. Merci beaucoup. Je vous passe la parole, Dr. Carr, pour faire un résumé de la discussion. Alors, en résumé, c'est un peu comme on a souvent dit ça dans les médias, c'est qu'on est en train de construire l'avion en vol. C'est à peu près ce que vous avez tous vécu, hein, avec les délais, les façons de faire, les vaccins différents et tout.
Et c'est en plus dans un scénario où on a la distanciation, les mesures sanitaires. Et les mots-clés que je retiens de vos présentations qui sont vraiment intéressantes, c'est la flexibilité, autant au niveau de l'horaire que l'endroit. L'autre chose, je pense que ça a été plus gagnant quand ça a été le personnel de proximité, les travailleurs autour de ces gens-là qui ont vacciné les résidents et aussi les proches aidants. Beaucoup aussi le point clé de l'information pour la désinformation, parce que beaucoup de désinformation, c'est un enjeu. J'ai trouvé ça très intéressant, Mary, votre consentement du refus. Hein, on consent ce qu'on reçoit un vaccin, mais on consent aussi à signer un refus. Pourquoi on le reçoit pas? Moi, je pense que c'est important. Et aussi, dans le fond, vous avez, comparé au Québec, en tout cas, j'ai trouvé que la flexibilité des proches aidants, l'accès à la vaccination pour les proches aidants, à mon avis, nous, on a été trop restrictifs au Québec par rapport à ce que vous avez mis en place dans vos deux provinces. Alors, je résume un peu. Alors, moi, j'ai trouvé ça super intéressant là, de vous entendre. Trois façons de faire, mais toujours le même but pour nos chers résidents. Merci à vous, en tout cas. Donc, effectivement, merci à tout le monde de partager vos expériences avec nous. Comme vous avez vu, on n'a pas manqué de questions dans la boîte de clavardage. Donc, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. Évidemment, on a de l'espoir pour le futur, c'est certain. Donc, juste pour conclure le webinaire, j'ai juste quelques d'autres petites diapos à vous montrer. Donc, effectivement, il y en a plusieurs d'entre vous qui ont demandé est-ce que vous pouvez avoir accès aux ressources qui ont été présentées. Donc, effectivement, nous avons sur notre site web de la Fondation beaucoup de ressources en lien avec la vaccination, la stratégie de vaccination en soins de longue durée, dont ceux aussi mentionnés par Mme Boutette du Pearly. Donc, vous pouvez visiter notre site web pour voir les ressources qui ont déjà été créées par beaucoup d'organismes à travers le Canada en lien avec la vaccination. Et aussi, les prochaines étapes pour notre programme de soins de longue durée. Donc, nous sommes toujours ouverts et à travailler avec vous, à tous les établissements à travers le Canada. Donc, on vous demande d'identifier vos patients partenaires, de compléter l'outil d'auto-évaluation et de se joindre à la communauté qui se forme en soins de longue durée à travers le Canada. Donc, vous pouvez avoir accès à du soutien en gestion de changement, amélioration de la qualité, en plus d'accès à nos sessions virtuelles et aussi nos caucus nationaux, et aussi 10 000 $ pour chaque établissement pour soutenir vos efforts d'amélioration de la qualité. Et aussi, on inclut dans ça toute la stratégie de déploiement du vaccin. Donc, lorsque nous avons développé notre programme au mois de juillet, évidemment, le vaccin était loin dans le futur, on pensait, mais maintenant, on est arrivé là, donc on est prêt aussi à vous soutenir dans vos efforts en matière de vaccination. Et à ce jour, comme vous voyez dans notre programme, il y a une communauté de plusieurs établissements à travers le Canada. On compte aujourd'hui 405 établissements qui participent de façon intégrée dans notre programme. Donc, on vous attend toujours et on est là pour vous soutenir dans cette communauté. Et notre prochain caucus, c'est le 18 février à 2 h de l'après-midi. Donc, nous allons recevoir Dr. Louise Clément, directrice générale de partenariat clinique et accréditation en éducation de l'Organisation des normes de santé ou HSO, qui va discuter l'importance de l'auto-évaluation dans l'amélioration continue de la qualité. Et aussi, notre dernier webinaire dans cette première vague de programme sera avec M. André Picard, qui est journaliste renommé avec The Globe and Mail. Et on va discuter avec lui son livre qu'il a publié, Neglected No More. Donc, ce sera une discussion avec lui. Donc, comme toujours, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à notre site web ou à adresse courriel. Et encore, merci à tous. Donc, merci à tout le monde pour votre participation aujourd'hui.